Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bonjour Roland, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast Les rendez-vous de la conservation. Roland, vous êtes éducateur environnemental dans un établissement à Yaoundé au Cameroun et vous êtes également volontaire à la Fondation Ossou. Nous aurons l'occasion d'y revenir pendant notre entretien. Roland, je vais vous laisser vous présenter et revenir, s'il vous plaît, un petit peu sur votre parcours. Oui, je suis Roland Kassi, je suis diplômé de l'Université de Yaoundé 1 en sociologie, option population et développement et je suis très passionné par l'environnement. C'est ainsi que j'ai très vite pris conscience d'apprendre et d'améliorer en ce sens. Et c'est ce qui m'a conduit premièrement à apprendre à suivre des parcours en ligne sur campus IFDD, l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Mais ce qui manquait là-bas, c'est que je voulais transmettre cet amour pour l'environnement, cette passion pour l'environnement, mais les ressources disponibles n'y étaient pas. C'est courant donc 2022 que je découvre Youth Conservation. Je crois que ça a été là le déclic parce que là, sur Youth Conservation, je retrouve des ressources pédagogiques d'éducation et de sensibilisation à l'usage des encadrants et des apprenants. Et aussi, le plus grand atout dessus, c'était que ces outils sont sans droit, c'est-à-dire je pouvais les reproduire avec les élèves sur lesquels nous faisons des activités environnementales. Donc, c'est un peu ça. Et courant novembre 2023, j'ai passé l'examen Youth Conservation pour l'attestation d'aptitude à l'éducation environnementale et ainsi que j'ai achevé début 2024 le parcours éduqué à la conservation de la nature sur MOOC Conservation. Et actuellement, l'année qui vient de s'écouler, j'ai été éducateur environnemental au sein d'un établissement à Yaoundé et actuellement engagé au sein de la Fondation Oussou où nous travaillons à développer un programme environnemental qui sera impliqué et mis sur pied au second semestre 2024. Je vous remercie. Merci Roland pour cette introduction. Je voudrais d'abord qu'on revienne un peu sur votre poste aujourd'hui d'éducateur environnemental dans un établissement scolaire. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Quel est votre quotidien? Quelles sont vos missions sur le terrain? Premièrement, je me dis que la mission d'un éducateur environnemental n'est pas aussi autre ou soit assez différente que celle d'un éducateur simple, mais juste que la différence, c'est que nous parlons de l'environnement et donc c'est quelque chose qui est assez pratique et non théorique. Je crois que les missions en tant qu'éducateur environnemental, c'est d'abord enseigner, éduquer, amener les élèves, nos élèves particulièrement, à l'action, au changement de comportement. Et l'éducateur environnemental développe soit une relation. Mon quotidien, c'est de développer une communication avec mes apprenants, avec mes élèves, autre que, par exemple, un cours de physique ou soit un cours de mathématiques. Parce que, par exemple, ayant peut-être achevé un cours sur la protection de l'environnement, par exemple, je dois être en mesure d'établir une relation pour recueillir les feedbacks, peut-être qu'est-ce que les élèves ont fait après de ces cours, pas comme un cours de mathématiques, est-ce qu'ils ont assimilé, s'ils parviennent à traiter l'exercice, c'est simple, mais véritablement demander quelles sont les actions concrètes de ces élèves. Donc, c'est un peu ça. Ouais, c'est très intéressant. Et est-ce que vous rencontrez des difficultés avec les élèves au quotidien pour mener vos missions? Est-ce qu'ils sont réceptifs? Et les difficultés, certes, dans toute activité, ça manque pas. Les difficultés, on rencontre. Les difficultés, principalement, c'est d'abord la réceptivité du message. Parfois, ce que on promet un message qui va peut-être
à l'encontre de ce que la personne a reçu à la maison, soit dans sa communauté, avant de venir, par exemple. Je prends un exemple très simple. Peut-être on prend un cours, par exemple, sur la protection, sur les espèces protégées, Et lorsque peut-être on se rend compte que ces personnes-là consomment peut-être les aliments liés peut-être aux espèces protégées. Mais lorsque en salle, on fait un cours comme ça, la personne peut être confrontée à dire, mais il faut bien se nourrir parce qu'on a eu des types de discours comme ça. Mais principalement, c'est d'amener ces derniers à prendre conscience et à eux-mêmes être des ambassadeurs auprès des parents. Les difficultés, à la fois, c'est lié d'abord à la réceptivité du message et aussi parfois à l'absence des ressources pédagogiques appropriées. Même s'il est vrai que ces derniers temps, la plupart des États d'Afrique subsaharienne francophone et particulièrement le Cameroun travaillent sur des manuels pédagogiques d'éducation à l'environnement, mais jusqu'ici, les ressources dédiées n'étaient pas assez élevées, pas comme les autres matières et aussi les autres types de ressources, on les retrouve, c'est en ligne, ce qui est fait que parfois il y a une complexité. Je pense notamment par exemple à ceux qui interviennent dans les zones rurales où la connectivité est assez faible, toutes ces difficultés-là qu'on rencontre. Mais principalement, malgré ces difficultés et ces challenges, le message de la conservation de la nature, c'est une passion, c'est particulièrement surmonter ces difficultés-là pour pouvoir transmettre le message. Oui, c'est très clair. Et est-ce que vous voyez, depuis que vous faites, enfin, vous êtes dans ce rôle d'éducateur environnemental, est-ce que vous voyez des impacts sur les enfants et les jeunes dont vous avez la charge? Est-ce que les comportements, les mentalités évoluent? Je crois que le plus grand challenge d'un éducateur environnemental à la différence des autres éducateurs ou soit à la différence des autres enseignants, c'est principalement là, cette capacité à pouvoir évaluer, soit voir l'impact de notre transmission, soit de nos leçons apprises aux élèves. Mais concrètement, je peux dire que oui, oui, nous parvenons à voir cet impact-là parce que peut-être le changement de comportement à la fois au sein des établissements scolaires et parfois hors établissements scolaires. Je prends là, par exemple, des indicateurs comme le fait, par exemple, moins des déchets ou soit moins des déchets dans la cour de l'école. Par exemple, le respect des plans peut-être mis à l'école, l'arrosage par exemple volontaire. Il ne suffit pas de demander peut-être à l'élève d'arroser les plants qui sont au sein de l'école. L'arrosage par exemple volontaire, l'interpellation peut-être d'un élève à son camarade pour qui il a jeté par exemple le plastique au sein de l'école. Je pense que là, ce sont même aussi insignifiants, soit aussi petits soient-ils, sont des très bons messages. Par exemple, le fait que, par exemple, un parent vienne dire que, mais qu'est-ce que vous avez appris à mon fils? Il commence à choisir, par exemple, les aliments pour venir à l'école. Ou soit, je prends un exemple, cet exemple très simple, un élève qui a, par exemple, demandé à sa maman d'arrêter de venir lui déposer en voiture à l'école, que vous, au lieu de venir le déposer à l'école à chaque fois, il préfère prendre un transport en commun parce que là où il vit pour venir à l'école, il y a le car. Donc, ce sont là peut-être des indicateurs qui poussent qu'il y a véritablement un impact du message qu'on transmet. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que c'est effectivement, comme vous dites, tous ces petits indicateurs qui montrent que ça fonctionne. Et en effet, on imagine bien que un enfant qui est sensibilisé, quand il rentre chez lui, il va en parler avec ses parents, ses amis, la famille au sens large. Donc, au final, ce que vous faites au sein des écoles, ça a un impact pour les communautés, en fait, de façon plus générale. Voilà, c'est un peu ça. Ouais, c'est intéressant. Et Roland, Oui. effectivement, on est en contact depuis maintenant quelques mois avec Youth Conservation. Vous avez contribué à différents projets pour Youth Conservation et d'ailleurs, je vous en remercie chaudement. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus quelle a été votre contribution sur les différents projets? Et est-ce que le fait aussi de travailler bénévolement pour Youth Conservation vous a vous-même aidé personnellement et professionnellement dans vos missions aujourd'hui?
Merci. Je crois que c'est pour moi, c'est l'occasion pour moi de remercier Youth Conservation pour ces différentes opportunités qui m'ont été offertes pour pouvoir participer et contribuer à différents projets. Effectivement, j'ai eu à contribuer à différents projets, notamment à l'animation du webinaire mensuel de janvier 2024 et la rédaction de l'éditorial de la nouvelle des ordres protégés NAPA 184, c'est celle d'avril 2024, et aussi en tant que relecteur et lecteur des voix sur le tutoriel éduqué à la conservation de la nature sur MOOC Conservation. Et enfin, j'ai aussi contribué au, à la mise en audio des différents modules disponibles sur Youth Conservation. Principalement, ma contribution, c'était sur le module 6 qui est subdivisé en 3 épisodes, à savoir l'épisode 16, 17 et 18. L'épisode 16 qui est intitulé Découvrir comment conserver la nature. L'épisode 17, comprendre comment utiliser les nouvelles technologies pour préserver la nature. Et l'épisode 18, agir pour préserver la nature. Je crois que ces expériences m'ont vraiment aidé à renforcer surtout mon intérêt et à donner du sens à mes actions. Ce qui fait que, à la fois en recommandant Youth Conservation et à la fois en recommandant cela, ça montre que Youth Conservation n'est pas assez écarté de son public cible, c'est-à-dire les éducateurs, les élèves principalement. C'est pour dire que Youth Conservation, dans cette perspective, s'intéresse à la fois à la réalité et veut s'en approcher davantage. Et principalement, ça me redonne confiance en moi et je crois que c'est grâce à ces différentes opportunités offertes par Youth Conservation en tant que bénévole qui m'ont offert aujourd'hui la possibilité de témoigner et aussi de témoigner à travers dans d'autres associations, soit dans d'autres organisations qui œuvrent dans le volet environnemental, notamment comment élaborer un message de communication et de sensibilisation pour l'environnement. Merci Roland. Bah, écoutez, on est ravis si on a pu vous aider un petit peu. C'est la mission effectivement de Youth Conservation de pouvoir contribuer au renforcement des capacités aussi des éducateurs en parallèle de ces modules qu'on a mis en ligne pour les enfants principalement. Vous nous avez parlé en introduction de votre rôle alors comme bénévole à la Fondation OSU. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu plus? Bon, ce que je peux dire un peu plus, peut-être ça serait un peu trop tôt, mais bon, depuis que je suis à la Fondation OSU, c'est principalement début 2024. Notamment, on travaille à développer ces programmes environnementaux. Ça concerne une communication généralement sur les impacts sanitaires des effets environnementaux. Par exemple, il y a des problèmes, il y a des problématiques à Yaoundé telles que, par exemple, la vente des aliments peut-être aux bordures des routes, qui ces routes ne sont pas souvent goudronnées, sont sous l'effet des poussières et c'est faire cette corrélation entre la santé des individus et leur environnement. Autrement dit, leur santé dépend de la mise en propriété et du respect de leur environnement et peut-être d'autres enjeux aussi liés à la gestion des déchets principalement. C'est une problématique rencontrée dans la plupart des grandes villes des camerounaises et encore plus les grandes agglomérations comme Yaoundé et Douala où la gestion des déchets est assez problématique, pointue aussi à une production assez élevée des déchets plastiques. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que nous travaillons à pouvoir, à ce que jusqu'à la fin de l'année, il faut que cela soit porté sur le terrain et que le message soit porté sur le terrain. Merci. On a parlé un peu du Oui. passé, du présent. Est-ce que vous voulez nous parler un peu des projets? Alors là, je sais que c'est une période de vacances en ce moment, donc vous êtes peut-être un peu moins sur le terrain, mais à partir du moment où les écoles vont reprendre en septembre-octobre, est-ce que vous avez déjà des projets pour les mois à venir et pour 2025? Oui, bon, mes projets, les projections, oui, j'en ai. Principalement, j'aimerais
par ces messages, réaffirmer mon engagement et ma disponibilité pour tout futur projet de youth conservation. Et actuellement, ce sont les périodes de vacances, c'est vrai, c'est le moment de réfléchir et aussi évaluer ce qui s'est passé l'année dernière, principalement sur les différentes actions et revoir aussi ce qui n'a pas marché pour pouvoir améliorer les pratiques. Et actuellement même, je suis bénéficiaire d'un programme baptisé Furious Warrior Nature. Je crois que c'est grâce à mon implication sur Youth Conservation et principalement en tant qu'éducateur aussi qui m'a permis de bénéficier, qui m'a permis d'être sélectionné pour ce programme. Le programme dure 2 mois de juillet à août. Donc pratiquement, j'aurai pas des grandes vacances et ces programmes visent particulièrement à renforcer les capacités des jeunes pour l'action environnementale. Ah bah, très intéressant. Bah, écoutez, on sera ravis d'en savoir un peu plus. On pourra se reparler après ce programme. Oui. Merci Roland. On arrive à la fin de notre entretien. Est-ce que vous auriez un message ou des conseils à donner à des personnes qui souhaitent s'engager comme vous, comme éducateur environnemental ou en tout cas dans l'éducation environnementale au sens large? Oui, et mon conseil, c'est que de tous les combats de la vie, c'est pas autant dire que je minimise les autres, mais je crois que le plus grand combat et le plus noble, ce serait celui de la préservation de notre planète. Comme un proverbe chinois le dit, avant de mourir, il faut soit laisser un livre, laisser un enfant, soit laisser des arbres. Donc je crois que contribuer à la protection de la nature, c'est le combat le plus noble. Et mon conseil, c'est que j'encourage déjà toutes les organisations, les associations, les personnes qui œuvrent dans ce sens. Et mon conseil à l'endroit des associations, soit organisations qui souhaitent entreprendre des activités de sensibilisation ou soit d'éducation à l'environnement, c'est beaucoup plus de s'inspirer de leur environnement, s'inspirer de leur environnement et d'arriver à identifier les problèmes et élaborer des stratégies de communication. Il est vrai que la réussite d'une activité de sensibilisation environnementale dépend à la fois de sa stratégie de communication. Il faut définir sa stratégie de communication et sans oublier d'impliquer le public cible, soit les communautés vers lesquelles il souhaite envoyer le message ou soit vers lesquelles elles veulent collaborer. En impliquant les communautés, on fait d'elles des ambassadeurs de la nature, naturellement. Il faut donc impliquer le public cible et je crois que c'est la recette, c'est la recette. Et malgré les non-réceptivités, il ne faut pas baisser les bras. En effet. Merci beaucoup Roland. Merci pour votre temps aujourd'hui et merci pour votre témoignage qui, je suis sûre, saura inspirer nos auditeurs. Et on vous souhaite en tout cas une très bonne continuation dans tous vos projets. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous, c'est moi qui vous remercie. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres témoignages inspirants d'acteurs engagés dans la conservation de la nature.